So let's start. Good morning, good afternoon. Commençons donc. Bonjour à tout le monde, où que vous soyez. Je m'appelle Satish, je suis chef du programme AT Skill. Bienvenue à tout le monde. Nous allons lancer nos discussions sur la structuration du marché dans le secteur des technologies d'assistance. C'est le premier webinaire à ce sujet et aujourd'hui nous allons parler des conseils pour l'entrée sur le marché de l'AT avec certains pays africains. Nous allons aussi lancer notre document de conseil. Avant de commencer, quelques annonces pratiques. Ce webinaire va durer 1 heure, se terminera à midi pile. Gardez vos micros fermés. Nous avons l'interprétation vers le français et il y a aussi des sous-titres en temps réel. Nous enregistrons. Pour toute question, utilisez le chat. Nous avons des membres de notre organisation qui vont répondre à vos questions. Il y aura aussi un moment pour des questions-réponses vers la fin de ce webinaire. Si on n'arrive pas à les répondre aujourd'hui, on vous répondra individuellement après le webinaire. Utilisez la fonction chat pour faire part de vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons écouter des remarques préliminaires de Pascal Beba et de la Commission européenne avec Mme Mikkonen. La Commission européenne a été notre partenaire tout au long de ce document. Ensuite, on aura une explication sur le document avec certaines perspectives, à savoir du point de vue du Nigeria, l'Union africaine, le secteur privé et les entreprises privées. À la fin, il y aura un moment pour des questions et des réponses. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal qui va nous situer dans le contexte et quelles sont les stratégies pour l'avenir. Pascal, merci à tout le monde d'être venu. C'est un plaisir pour moi de lancer cette série de discussions sur la structuration des marchés dans le domaine des TA. Et aujourd'hui, des conseils pour l'entrée sur le marché dans certains pays africains. Comme vous le savez tous, des échecs sur le marché sont toujours un problème, surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui fait qu'on a à peu près 1 milliard de personnes qui manquent d'accéder à cette technologie. Et malheureusement, avec toutes les incertitudes actuelles, eh bien, nous pensons qu'il y aura encore des défis. Il y a un véritable risque de ne pas pouvoir euh, faire face à ce défi. Je pense c'est le moment maintenant de parler sur des différentes efforts pour entrer sur les marchés. Cette initiative a démarré au mois de décembre dernier et souligne l'importance d'avoir des marchés durables euh, avec des produits de haute qualité. Cette série sur l'entrée sur le marché va regarder différents aspects de ces barrières à la T et va proposer des solutions. Notre série durera jusqu'à la fin de 2025. Euh, Après, on regardera du côté de la demande, les taxes, production localisée, structuration du marché, etc. Je vais terminer en
exprimant ma gratitude vis-à-vis de nos partenaires, l'Union européenne et tous les autres. J'aimerais remercier les orateurs présents aujourd'hui et je me réjouis à l'idée de notre dialogue et la formation d'une communauté. Merci Pascal. Merci d'avoir souligné l'importance de la structuration du marché. Je vais maintenant me tourner vers Mariana Lipponen pour des remarques préliminaires. Elle est coordinatrice politique sur l'inclusion des personnes handicapées de la Commission européenne, un excellent partenaire dans la formulation de ce document. Mariana? Oui, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis là pour représenter la Commission européenne. C'est une discussion importante concernant les différents conseils pour l'entrée sur le marché. C'est une initiative importante et la Commission est très heureuse de vous aider. Comme on le sait, les TA jouent un rôle important dans la vie des personnes handicapées, mais d'autres personnes aussi, les personnes âgées, etc. Mais le problème, c'est l'accès à cette technologie, comme l'a dit Pascal. Il est choquant que 10% des personnes qui en ont besoin de cette technologie seulement y ont accès. Alors donc, on voit l'urgence d'un effort ici pour résoudre ce problème de l'accès au TA et de regarder les raisons pour la situation. Évidemment, on va parler aujourd'hui des obstacles d'entrée sur le marché. À l'intérieur de l'Union européenne, on soutient l'inclusion dans différents secteurs, dans différents programmes, à travers toute une série d'actions. On travaille avec l'OCDE et on a pu réaliser des choses assez régulièrement. Mais l'accès à la technologie, c'est quelque chose de relativement nouveau, surtout quand il s'agit des technologies d'assistance. Bon, c'est disponible évidemment au sein de l'Union européenne, mais qu'en est-il dans nos pays partenaires? C'est ça le travail qui nous incombe. Depuis quelques années, la Commission, avec ses partenaires internationaux, travaille de plus en plus dans le domaine social, la protection sociale. C'est très important. Donc, c'est un des domaines où il faut en fait promouvoir l'accès au TA. On a mis au point certains outils de financement, tout d'abord dans l'accès à des médicaments, ça s'appelle MarPlus. C'est une initiative européenne. Il s'agit de travailler avec des banques et d'autres partenaires vers ce but. Deuxième initiative, c'est l'accélérateur du développement humain, XDX. C'est en fait un fonds d'investissement. On travaille avec la Fondation Gates et la Banque européenne. Là aussi, on soutient des systèmes de santé publique. Alors, ces deux outils couvrent la TA par définition, mais disons qu'il y a un minimum de 20 millions d'euros actuels, qui est loin d'être suffisant vis-à-vis des marchés africains. Nous cherchons d'autres options
d'autres mix de financement qui nous permettraient de démarrer des entreprises sociales. Si on regarde le Fonds européen du développement durable et d'autres, on voit que développer ces outils prend beaucoup de temps et il faudra du temps. Néanmoins, nous espérons que d'ici la fin de l'année, on aura trouvé d'autres possibilités, on aura davantage d'informations à partager avec vous. C'est très important que ces technologies soient abordables et accessibles. Merci d'être là, donc, et merci de votre engagement. Travaillons ensemble pour partager des idées, pour avoir un avenir plus inclusif. Merci, Mariana. Merci de nous donner le point de vue de l'Union européenne ou la Commission et les différents outils d'investissement. Je vais maintenant me tourner vers Guillaume de Chorivy. J'espère que j'ai pu le prononcer correctement. Il est directeur de Altay Consulting, qui a en fait développé la méthodologie du rapport. Guillaume, quel est le but de ce rapport? Quel est le public de ce rapport? Et comment l'utiliser? Et quelles en sont les limitations? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais vous donner un survol du rapport, comme je promis. Je vais aller assez rapidement car j'aimerais avoir des questions-réponses à la fin. Bon, vous connaissez tous le contexte. Il n'y a que 10% des pays, des personnes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires qui ont accès à cette technologie. Et le défi, c'est surtout très difficile en Afrique. Afrique qui aura 5 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc, on a ici toute une série de cadres réglementaires qui sont fragmentés. Alors, pour répondre, je veux dire qu'il nous faut en fait des conseils qui vous guident étape par étape pour naviguer dans ces eaux. Alors, il y a toutes sortes d'exigences qui sont demandées à ceux qui veulent accéder. Nous, dans le rapport, on a regardé 4 produits, fauteuil roulant, prothèses, lunettes de vue et des aides auditives. Du côté géographique, on regarde Égypte, Kenya, Nigeria et l'Afrique du Sud, car ils sont les plus peuplés et ils ont des marchés très actifs, etc. Voilà les 4 exemples nationaux. Nous voulons nous fonder sur des faits concrets. On a fait beaucoup de recherches. On a réalisé 65 interviews avec des fabricants, des distributeurs, des organisations internationales, des ONG, etc. Ceci pour les 4 pays. Et on a regardé les produits et toute la chaîne de valeur. Ici, vous voyez qu'il y a encore des limitations. On ne se focalise que sur 4 produits et les 4 pays ne sont pas forcément représentatifs du continent entier. Les 65 interviews ne représentent pas tout le panorama
de la situation. On ne pouvait pas contacter tous les ministères, etc. Et finalement, on avait des contraintes de temps et la situation ne cesse d'évoluer très rapidement. Alors, on peut commencer avec 5 faits qui sont nécessaires pour développer ce marché et pour faciliter l'entrée sur le marché. Des responsabilités très clairement définies. Deuxièmement, une demande importante et financée. Peut-être que grâce à des systèmes d'assurance sociale, etc. Troisièmement, la capacité locale pour, en fait, s'accommoder de ces technologies d'assistance. Quatrièmement, le processus du marché clair et transparent. Ici, il s'agit de réglementation, taxes, etc. Et enfin, certification et réglementation des produits pour en fait bien établir la légitimité des demandes imposées aux fabricants. Il y a d'autres facteurs. L'infrastructure, la sécurité, l'accessibilité des données du marché dans les 4 pays. On a vu qu'il n'y a qu'une poignée de grandes sociétés qui réalisent des investissements. On a des intermédiaires qui ont toute une variété de produits, et donc le TA représente une infime partie. Sur le prochain diapo, vous voyez les 4 étapes pour entrer sur ces marchés. Là, vous voyez que c'est les inconsistances, les incohérences qui existent sont autant d'obstacles de l'entrée sur le marché. Quand on entre sur un marché, il faut déjà faire homologuer le produit et ensuite suivre les 5 étapes que vous voyez sur la diapositive. Et vous voyez en séquence avec la flèche qui vous indique l'ordre des étapes. Donc, la certification des produits, le processus par lequel un produit d'assistance est certifié, ceci est souvent cher et prend du temps, parfois jusqu'à 2 ans dans certains pays. Mais le processus peut être plus direct pour les produits qui satisfont les normes internationales telles que CE, ISO. Les importateurs font souvent face à des difficultés particulières pour certifier un composant plutôt qu'un produit complet, car parfois ce ne sera pas reconnu en tant qu'instrument médical. Et la certification est plus facile pour les produits à usage utile tels que les prothèses, et les outils multi-usages sont plus compliqués à certifier. Donc maintenant, on regarde l'application pratique de contrôle pour s'assurer que le produit satisfait les demandes en termes de qualité, et ceci est souvent effectué au niveau des douanes où les inspections sont effectuées en personne. Ces vérifications sont souvent gérées par des douaniers qui ne sont pas spécialistes et sont effectuées avec de l'expertise et des ressources limitées. Les niveaux d'expertise sont inconsistants et difficiles à anticiper.
Les fabricants internationaux peuvent être sujets à des inspections par des tiers parties. Donc, les nouveaux entrants devraient prendre en compte le temps et le coût final associé avec le potentiel de ce marché. Diapo suivante, nous avons les procédures d'importation qui gouvernent la façon dont le produit entre dans un pays. Ceci inclut la conformité par rapport à la documentation et la clairance des douanes. Le processus est assez simple, mais nécessite plusieurs documents, des factures, des certifications. Et les fournisseurs externes doivent travailler avec les agents de clairance des douanes, de dédouanement, mais les agents peuvent être difficiles à trouver. Certains pays imposent de la réglementation au niveau des devises et ceci peut affecter l'importation des produits à haut coût et les procédures d'importation peuvent varier selon si les produits sont importés par air ou par mer. La diapo suivante concerne les droits et les taxes qui sont obligatoires, imposés par certains gouvernements, mais certains produits AT-TA peuvent être impactés par ces impôts. Donc, il y a deux catégories, les droits de douane qui s'appliquent aux produits qui rentrent. Donc, on a des taxes différentes. Les processus sont souvent pas clairs. Les produits TA sont souvent éligibles à des exemptions, mais les exemptions ne sont pas applicable à tous les pays de toutes les manières et on doit appliquer. Donc, les lunettes, par exemple, sont souvent classifiées en tant qu'articles consommateurs et peuvent ne pas bénéficier d'exemption alors que les fauteuils roulants sont exemptés, par exemple. Ensuite, on a la vente et les distributions, la dernière étape à travers lesquelles les technologies d'assistance atteignent le pays. Et donc, il y a le service après-vente qui est inclus. Il y a plusieurs canaux. Il y a des passations de marché publics et privés. Et pour la passation de marché public, euh, dans les pays à revenus faibles et moyens, dans les quatre pays donc, sur lesquels on s'est concentré, la passation de marché apparaît fragmentée. Les divers ministères qui gèrent la passation de marché selon les besoins spécifiques et ils ont leurs propres procédures. Donc, la passation de marché à travers la distribution directe ou indirecte, il y a des lacunes. Maintenant, je vais passer la parole à Ariane qui va vous donner des exemples et des recommandations. Merci, merci Guillaume. Et merci d'avoir expliqué l'objectif de ce rapport et comment utiliser ce rapport pour forger le marché des technologies d'assistance et sur les prérequis et les certifications, les procédures d'importation, les droits et les taxes et les ventes et distributions. Votre présentation était bien structurée et nous a montré les différentes étapes de l'entrée du marché dans l'espace des technologies d'assistance. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Ariane Laplante, experte technique à ATScale. Ariel, pouvez-vous nous donner des exemples de réussites et de défis durant l'étude et ainsi que les recommandations qui ont émergé dans cette étude? Merci. C'est un plaisir d'illustrer certains des résultats que Guillaume a présentés. Donc, on a deux exemples nationaux et des recommandations également.
Donc, j'aimerais commencer par partager la perspective de deux jeunes individus dynamiques, Cécile Atoki et Ousmina Ratanji Vanmali. Cécile est du Ghana, Ranji d'Afrique du Sud. Et vous savez que l'Afrique du Sud fait partie des 4 pays en focus dans l'étude, mais le Ghana n'en fait pas partie. Comme Guillaume l'a dit, les pays sélectionnés dans le guide sont des pays assez grands et ont déjà un certain secteur établi. Donc, je voulais inclure un pays qui ne fait pas partie du rapport et un pays qui fait partie du rapport. Et comme ça, on peut comparer les deux perspectives. Donc, pour vous montrer le paysage au niveau des aides auditives, 40 millions de personnes en Afrique sont malentendantes et malgré cette prévalence, la couverture au niveau des aides auditives est faible. À peu près 3% de ceux qui ont besoin d'aide auditive y ont accès. Donc, le marché des aides auditives est euh, contient 5 joueurs principaux et lorsque les ressources sont limitées, on se tourne souvent vers des amplificateurs de son. Ce sont des instruments dont la qualité n'est pas connue et les avantages sont limités, on les utilise pas souvent et ces instruments peuvent également endommager l'audition. Donc, regardons le Ghana avec une population de 34 millions. Cécile nous dit que dans le pays, il y a 3 fabricants d'aides auditives et Cécile nous dit également que récemment, l'assemblage des aides auditives locales a été rendu possible grâce à un fabricant chinois. Et ceci est dans le contexte au Ghana, donc il n'y a pas de couverture public, c'est géré par les particuliers. Les réparations peuvent être problématiques. Il n'y a pas de capacité à réparer les aides et lorsque ceci est nécessaire, elles doivent être expédiées à l'étranger. L'utilisateur donc doit supporter ces coûts et ceci cause des difficultés. En contraste, en Afrique du Sud, avec une population de 63 millions, Esmita nous dit que les utilisateurs ont créé un réseau de distribution, il y a de l'intégration verticale et ils ont leur propre réseau de distribution. Donc ce n'est pas seulement des technologies d'assistance, il y a des cliniques où les fournisseurs font partie du modèle de service. Et il y a également 3 grands fabricants d'aides auditives qui sont présents dans le pays. Ils ont créé leur propre société nationale pour pouvoir distribuer les aides auditives au sein du pays. Le financement public est disponible en Afrique du Sud. USMITA nous dit qu'en moyenne, les budgets sont limités et manquent de consistance. Même si les politiques ont de bonnes intentions, ces politiques peuvent être difficiles à mettre en œuvre par les gouvernements et peut-être difficiles pour que les entités soient conformes à ces politiques. Donc, Usmina a rapporté des obstacles, donc un manque de sensibilisation du public sur les technologies d'assistance, ainsi qu'une pénurie au niveau des professionnels formés. Donc, ça, c'était les exemples que je voulais partager avec vous. Et dans le rapport, vous pourrez en lire plus sur le contexte spécifique de ces 4 pays. Le rapport nous donne également 2 recommandations principales. La première est de recommander que le gouvernement simplifie et numérise le processus d'entrée au marché. Donc, on parle de tous les acteurs de l'industrie au niveau local, national, régional
Si les gouvernements fournissent des recommandations claires et considèrent les réformes des impôts sur les instruments médicaux que sont les technologies d'assistance, et s'ils peuvent améliorer la coordination régionale pour faciliter l'entrée au marché de plusieurs pays, donc les pays avoisinants, des pays qui ont déjà des mécanismes de coopération au niveau du commerce, toutes ces choses pourraient stimuler l'intérêt des acteurs de ce marché. Donc la première recommandation, cibler les gouvernements. Et la deuxième recommandation est quelque chose à laquelle tous les acteurs peuvent contribuer. Donc, le rapport recommande de renforcer les connaissances des distributeurs et des prestataires de services en ce qui concerne les technologies d'assistance pour pouvoir renforcer les compétences pour une croissance durable au sein de la région. Donc, ces recommandations sont spécifiques à l'entrée au marché, mais il faut noter que ces mesures sont importantes, mais font également partie de plusieurs mesures qui doivent être mises en place, car les technologies d'assistance font partie d'un écosystème et donc, il faut renforcer les politiques, la finance et la fourniture de services. Et comme Pascal l'a dit auparavant, les conditions du marché et du commerce ne sont pas statiques. Les facilitateurs de commerce au niveau mondial peuvent apparaître et disparaître. Et la recherche de ce rapport était effectuée en 2024. Et alors que les dynamiques du commerce vont changer, les marchés des technologies d'assistance vont évoluer également. Je voulais vous parler de l'histoire de Branda qui a 4 ans, qui a des troubles visuels et maintenant elle peut écouter des leçons et ceci l'aide à apprendre. Donc, nous espérons que cette recherche peut entamer une conversation, travailler pour s'assurer que plus d'Africains tels que Brenda aient accès aux technologies d'assistance. Merci, merci Ariane et merci d'avoir présenté des exemples de pays concrets ainsi que des recommandations pour les gouvernements et les partenaires de l'industrie ainsi que d'autres organisations qui évoluent pour former ce marché de la technologie d'assistance. Donc, on a parlé du rapport qui va être lancé à la fin du webinaire sur l'entrée au marché sur les technologies d'assistance. Même si on a sélectionné quelques pays africains, alors que je vois les questions dans le chat, les leçons apprises et les orientations peuvent être appliquées dans tous les pays qui sont intéressés par les technologies d'assistance. Donc, merci Guillaume, merci Ariane. Et maintenant, c'est le moment d'inviter les acteurs qui font partie de cet écosystème. Donc, premièrement, le gouvernement. Laissez-moi inviter Dr. Chimezi Golden Obiemgam, ministère fédéral de la Santé et de la Protection sociale. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement du Nigeria pour renforcer l'accès aux technologies d'assistance et faciliter l'entrée à de nouvelles organisations? Et également, que peuvent faire les gouvernements et les organismes régionaux d'Afrique pour relever les défis de la suppression des obstacles au marché et de la promotion du secteur de la thé sur le continent africain? Merci Satish, merci à tous ceux qui sont sur cet appel. C'est un plaisir d'être ici. Mes patrons au ministère de la Santé vous envoient leurs salutations. Donc, le gouvernement du Nigeria, nous avons toujours quelques problèmes, un marché immature au niveau des TA. Donc, le gouvernement a créé un plan de développement qui s'attend à ce que 15 millions de personnes d'ici la fin de l'année aient accès à la TA et ceci fait partie du développement.
Donc, le gouvernement a mis en place des politiques qui ont aidé à faire cela et nous voulons établir des programmes tels que la Commission nationale pour les personnes handicapées qui va encourager la génération de demandes et aider les personnes à avoir accès aux instruments de la technologie d'assistance. Et donc, on veut améliorer nos compétences. On a une collaboration avec ATSkill. Et nous avons également parlé du renforcement des capacités pour les locaux. Et le gouvernement, dans sa sagesse, s'est assuré qu'il y avait plus de professionnels. Le ministère de l'Éducation a encouragé les professionnels à entrer dans ce secteur de technologie d'assistance. Nombreuses personnes sont encouragées à faire de la physiothérapie à travers le ministère de l'Éducation et le Conseil de l'ophtalmologie. En ce qui concerne l'assurance de santé, on s'assure qu'il y a une demande pour les lunettes et les appareils auditifs pour que les personnes puissent y avoir accès. Et ceci est couvert par le programme d'assurance du pays. Et certaines polices sont déjà en place. Mais nous travaillons également pour avoir un organisme centralisé pour aider à l'accès au marché en coordination avec le ministère du Commerce, de la Santé et les avocats généraux de toutes les personnes impliquées dans l'espace des TA, car d'une manière ou d'une autre, ces ministères de la santé, de l'éducation, du commerce et de l'investissement, etc. Donc, on veut aider à simplifier l'accès au marché. Donc, pour adresser les obstacles, comme vous en avez parlé, Satish, j'aimerais dire que c'est quelque chose que les gouvernements africains veulent entrer en partenariat avec tout le monde dans cet appel. La CEDEAO a déjà un bloc régional. Et donc avoir un hub de fabricants au niveau régional peut nous aider. Et le Nigeria pourrait être un endroit idéal à cause de la population. Et comme vous le savez, nous avons plus de 15 à 31 millions de personnes qui devraient avoir accès aux technologies d'assistance, mais couramment 20% en bénéficient. Donc, avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, on veut combler les lacunes par rapport à ça et faire de la sensibilisation. Donc, adresser les obstacles, c'est utiliser l'aspect de demande et encourager les personnes à faire ça, donc mettre en œuvre les politiques et s'assurer que les personnes handicapées sont encouragées et que le gouvernement a créé des politiques. Pour le gouvernement du Nigeria, je pense que en termes d'emploi, on essaye de faciliter ça également. Et dans des élections et des situations telles que celle-ci, on a essayé d'encourager l'accessibilité des technologies d'assistance. Donc, on veut investir et en termes du développement de la chaîne d'approvisionnement, le Nigeria fait des efforts et essaye d'améliorer le renforcement des capacités pour qu'il soit à jour avec la modernité. Donc, on encourage les partenariats publics-privés pour l'accessibilité. Ceci est clé pour adresser ces obstacles
dans l'écosystème des TA. Et ceci va également nous aider à montrer que les réglementations nécessaires pour s'assurer que les personnes en Afrique et au Nigeria obtiennent les meilleurs produits des fournisseurs et avoir un écosystème où les réparations et la maintenance est importante car il ne s'agit pas seulement de l'achat des appareils, mais également avoir des personnes sur le terrain qui peuvent t'aider à réparer les instruments. Un exemple qui a été donné dans la présentation était qu'il nous fallait attendre pour obtenir les réparations. Donc cet élément est clé pour la durabilité et l'accessibilité. Donc notre demande au secteur privé est simple. On demande leur soutien pour l'expansion du secteur des technologies d'assistance et on leur demande d'investir dans la recherche et le développement et d'aider au point de vue numérique, car il n'y a pas seulement l'espace physique, il y a également l'élément numérique dans les TA, particulièrement pour les troubles visuels. Donc l'investissement dans la recherche et des solutions créatives, fournir des produits qui s'assurent que les TA atteignent le public et de collaborer avec les gouvernements pour améliorer l'accessibilité et l'entrée au marché et finalement soutenir la sensibilisation et l'adoption car une grande partie du problème avec les TA ont à voir avec l'aspect social. Les gens n'ont pas envie d'utiliser les fauteuils roulants, des lunettes même quand leur vision se détériore, les gens pensent que les lunettes empirent les choses. Donc il y a un grand besoin pour une méthode peut-être recherche et développement qui regarde la qualité de la vie qui est offerte par ces produits TA. Donc l'expertise technique, s'assurer qu'il y a de la recherche et du développement et soutenir les efforts de sensibilisation afin de s'assurer qu'il y a de la capacité locale également au point de vue de la distribution et de la fabrication dans la chaîne d'approvisionnement. On veut s'assurer que la population obtient les TA nécessaires pour chaque individu. Merci. Merci et félicitations de votre travail au Nigeria. Et merci d'avoir souligné le rôle du gouvernement et ses rapports avec les différentes sociétés de la thé. Je pense que c'est vraiment le moment d'entendre le point de vue d'une agence intergouvernementale. Je vais demander à Lefoko Kasman de la Commission de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine a été très active dans ce domaine de la thé. Et on aimerait savoir quelle est l'intervention et l'intérêt du continent dans la thé, quelles interventions des organismes tels que l'Union africaine peuvent-ils entreprendre et quels sont les enseignements tirés d'autres secteurs comme la santé ou d'autres qui pourraient être mis à profit. Merci. L'interprète s'excuse, mais le son n'est pas de qualité qui permet l'interprétation.
give this short background to say that these policies, they also address issues of accessibility to assistive technology or devices. And they are there for the purpose, of course, they are there for the purpose of moving Africa forward on this issue or the subject matter. And let me also mention that they are adopted by all these member states. Therefore, these member states are responsible and accountable to ensure that I'm they sorry, are. I'm sorry, Lefeko. I'm very sorry, but you know, there is an issue with your mic because there's a lot of disturbance, so we can't really hear you at that time. When you don't speak, then it's okay. But as soon as you start speaking, there's a lot of background noise. So I don't know what's the. I'm trying to figure out where it comes from. Maybe try to reconnect. Let me try to do that. Reconnect. I don't know where this background noise is coming from, but let me try to reconnect. I'm sorry for that. Is it also there when I speak? Ranja, if you can give me thumbs up when I speak, it's okay? Yeah, I think it's fine when you speak. Yeah, it was fine. Maybe we should move on to the next speaker and return to Lefoko once he's reconnected. Yeah, let's do that. Nous allons So passer yeah, au let's l'orateur move, suivant. and probably to hear Et nous allons maintenant parler avec Jérôme, la paire, fondateur et PDG de la paire, qui est très actif dans ce domaine, surtout en Afrique. Il essaie d'atteindre ceux qui sont toujours marginalisés. Jérôme, votre organisation s'est implantée avec succès dans de nombreux pays d'Afrique et les activités sont florissantes. Quelles sont les principales étapes de votre réussite et quels ont été les défis à relever? Et quels seraient vos conseils aux organisations désireuses de pénétrer ce marché et que peuvent faire les gouvernements et les organismes régionaux pour développer ce secteur en Afrique? Merci. En réponse à la première question, à savoir les défis, je dirais que les premières étapes étaient il y a 7 ans. On regardait surtout avec le client, le patient, répondre à leurs besoins, faire tout ce qu'on pouvait faire pour eux. C'était bien avant toute réglementation gouvernementale. On avait déjà travaillé avec les clients, pour ainsi dire. Cela nous a aidés car on avait déjà les éléments pour développer une solution qui les convenait parfaitement, qu'ils aimaient et qu'ils utilisent. Deuxièmement, on se concentre, et cela dès le départ, d'un seul domaine, les lunettes à vue. Et on est resté avec ça. Je vois que beaucoup d'autres organisations se diversifient, essaient de faire plusieurs choses à la fois. Mais ce qui nous a aidés, c'était de rester dans notre segment de marché. Les personnes qui n'avaient pas accès à des lunettes de vue de qualité, on est resté avec ça et on reste avec cette même tâche. Troisièmement, pour avoir un succès ici, il s'agit de trouver de bons partenaires, des fournisseurs, des investisseurs, des clients
qui voulait eh bien, résoudre ce problème avec nous. Donc, voilà les trois étapes clés et qui étaient très importants. Et les défis. Il y a eu des défis concernant l'importation des produits et il faut encore qu'on importe beaucoup d'éléments. Parfois, les lentilles, la production locale est très limitée et c'est très compliqué d'importer. Les taxes, les douanes sont toujours en évolution. Un autre défi, c'est de trouver les professionnels de la santé, ceux qui peuvent réaliser des essais, des tests et aussi en fait utiliser des expats, faire venir des personnes dans les pays où on opère. L'accès au capital, c'est aussi un défi. Ça fait maintenant 7 ans qu'on existe. On n'a jamais eu de prêt d'une banque quelconque. Et cela malgré les discussions depuis le début. On a trouvé des capitaux privés. C'était très, très difficile. Donc, l'accès au capital a été un gros défi. Dernièrement, comme on travaille dans une région, enfin plusieurs régions en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, et il est très difficile d'envoyer du matériel et même des machines et même les lunettes elles-mêmes entre les différentes régions sans payer un double impôt. C'est très compliqué. C'est un défi de taille et c'est toujours actuel. Votre deuxième question. Un conseil bien, pour une organisation qui veut entrer sur ce marché, c'est un marché de niche, comme on dit, de spécialistes par rapport à d'autres marchés pour des produits de santé, mais qui a un impact très fort. Et c'est très satisfaisant. La paire maintenant compte 450 employés actuellement. Tout le monde est très heureux de leur travail, de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes voient enfin. Et je pense que un conseil pour les entrepreneurs, euh, ne jamais perdre foi, garder l'espoir. Il y aura des hauts et des bas. Ceux qui réussissent, ceux qui peuvent en fait supporter les bas pour attendre les hauts. Voilà mes conseils. Et troisième question, que pourraient faire les gouvernements et les organismes régionaux pour développer ce secteur? Eh bien, adopter une attitude plus ouverte, plus collaborative vis-à-vis des nouveaux entrants, ce qui dérange, être prêt à adapter la réglementation qui pourrait être un peu périmée et être prêt à se développer à l'avenir, échanger. Merci. Merci Jérôme. C'est intéressant de voir comment vous avez pu naviguer ces différents écueils. Et comme vous avez dit, il faut innover. Merci de vos conseils. J'espère que l'EFECO peut se joindre à nous. Voilà, il est audible. J'ai déjà utilisé une partie de mon temps et c'est une faute technologique de ma part. Simplement pour dire que les 55 États membres de l'Union africaine
certains en tout cas, ont parlé de l'AT. Donc, c'est aux États membres de mettre en œuvre leur politique de l'AT, soit de développer ce qui existe déjà, soit d'initier une réglementation de l'AT. C'est un droit, l'accès à l'AT. Je dirais aussi qu'il y a des instances en Afrique qui font partie de l'Union africaine et qui peuvent être des partenaires ou des plateformes pour promouvoir cette question de l'accès à la thé en Afrique. Et enfin, il y a eu des réunions ministérielles des États membres africains. C'est un bon moment, en fait, d'essayer de joindre votre gouvernement, ses représentants à Addis Abeba. Récemment, il y a eu une réunion, l'année prochaine, une réunion ministérielle sur le travail, sur le social. Je pense que si vous envoyez une note verbale à l'Union africaine demandant qu'un des thèmes à examiner serait l'accès à la technologie, et on pourrait là examiner l'accès à l'AT. Donc, vous adressez à des réunions où il s'agit du commerce, du développement. Il faut se saisir de ces opportunités, ces réunions. Si le gouvernement, par exemple, si vous voyez qu'une de nos initiatives est tout à fait dans la ligne de ce que vous voulez faire, il n'y aura pas de problème pour l'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion. C'est comme ça qu'il faut agir. Il y a aussi l'ECOWAS et SADC auxquels on peut s'adresser pour une coopération régionale et avec l'idée de partager cette technologie aussi. Aussi, en ce qui concerne la fabrication, si certains pays peuvent fabriquer cette technologie à un coût raisonnable, j'encouragerais, par exemple, le Kenya et d'autres pays pourraient être fournisseurs de cette technologie, ce qui assurerait en fait un accès abordable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'effet écho. Tout était très clair et l'audio était bonne. Donc, merci d'avoir partagé ce qui se passe sur le continent africain, surtout par rapport à la volonté politique de faire des changements sur le terrain. Et merci d'avoir parlé des efforts de l'Union africaine dans l'espace des technologies d'assistance. Donc, dernier orateur, on dépasse un peu le temps de 5 minutes. Donc, je passe la parole à Mas Niang, directeur exécutif de l'OADCPH, l'Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées, qui se concentre sur la mise en place d'un modèle de distribution. L'OADCPH se concentre également sur les capacités d'assemblage local. Mas, si vous voulez bien partager avec nous certaines de vos préoccupations par rapport à la croissance de votre organisation. Donc, l'OADCPH est une entreprise sociale. Donc, si vous aviez une astuce pour les autres organisations qui sont intéressées dans le secteur, qu'est-ce que les organes régionaux peuvent faire pour vous aider, nationaux? À vous, Nas. Merci beaucoup, c'est un plaisir donc de partager cette réunion avec vous. L'OADCPH a 14 ans et je pense aujourd'hui
la certitude que nous avons, c'est de dire que si OADCPH a pu durer pendant 14 ans, c'est simplement le modèle de diffusion qui a été mis en place au départ à travers une centrale d'achat associative avec comme ambition de couvrir l'ensemble des besoins en technologie d'assistance de manière diverse, mais très liée à la formation. Parce que sans formation, accompagnement, appui, conseil, la centrale d'achat ne pouvait pas fonctionner et ne pouvait pas permettre aux professionnels de pouvoir bénéficier des efforts de la centrale d'achat. Donc, le modèle de diffusion, ce modèle de diffusion-là, non pas en réfléchissant, non pas en termes de pays, mais en termes de région et de continent. Et c'est pour cela, depuis 14 ans, OADCPH a pu assurer le suivi, la distribution et le développement des technologies d'assistance auprès de 100 membres dans 34 pays africains. Disons que, pour faire simple, le conseil que je pourrais donner, c'est plutôt des conseils qui ont peut-être réussi à OADCPH. Ce n'est pas peut-être la solution, mais c'est une des solutions. C'est vraiment une tarification abordable, une bonne connaissance du contexte des acteurs qui interviennent en Afrique, une réflexion en termes de région et en termes de continent, parce que tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO, mais on peut parler aussi d'autres blocs sous-régionaux, et souvent les limites qui existent, Jérôme en parlait tout à l'heure, la douane, etc., et la tarification douanière est réfléchie au niveau des blocs régionaux. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut sensibiliser, qu'il faut arriver à faire baisser, parce que les pays ne font que répondre à un code qui a été défini, réfléchi au niveau pays. Et le modèle économique aussi de OADCPH, parce que le modèle économique, c'est dès le départ de pouvoir se positionner en entreprise sociale et en négociant au préalable avec les différents pays pour bénéficier de certaines exonérations, notamment de la TVA. Rien que la TVA dans plusieurs pays, c'est 18%. Or, ces 18%-là sont soustraits déjà du coût que le bénéficiaire final doit payer, ce qui permet de garder une tarification abordable. Alors, le piège, c'est aussi ce statut spécifique d'entreprise sociale a des limites parce que on ne répond pas aux critères de la majorité des institutions financières traditionnelles, des banques, donc ne peuvent pas bénéficier d'une collaboration avec ces banques. Et c'est pour cela, c'est important de développer d'autres solutions, des solutions alternatives. Et c'est justement dans le cadre de la recherche de solutions alternatives que nous avons rencontré ETScale. Donc, c'est dire que en Afrique, c'est possible, il y a des possibilités, mais les contraintes sont élevées. Et le tout premier conseil, c'est une résilience à toute épreuve. Parce que tout est possible, mais tout est difficile aussi. Et aussi l'innovation. L'innovation, c'est, par exemple, pour donner un exemple précis, au Togo, nous avons pu mettre en place une production locale de cannes anglaises à partir des plastiques récupérés, de la récupération de plastique. Et aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est de discuter avec les fournisseurs internationaux pour assembler leur production au niveau du continent africain. On ne demande pas un transfert de technologie, mais aujourd'hui, l'Afrique dispose quand même d'industries, de semi-industries, dispose de compétences pouvant permettre d'assembler ces produits-là, ce qui permettra d'échapper à tous ces problèmes de spécification et de certification, parce que les produits sont simplement assemblés, mais
c'est aussi une reconnaissance et une fidélité. En dernier point, développer, sensibiliser, informer les politiques. Mais ceci ne se fera qu'à travers les organisations de personnes handicapées. Elles sont beaucoup plus légitimes. Certes, des efforts ont été faits. Avec le recul, les budgets ont légèrement augmenté, les budgets sont disponibles, mais certes très, très limités. Mais les pays africains ont signé énormément de conventions, ils ont pris des engagements et ces engagements-là sont très peu respectés et c'est à travers une collaboration avec les organisations de personnes handicapées que cette situation peut évoluer. Je vous remercie. Merci, Mas, et merci d'avoir apporté la perspective de l'entreprise sociale. Vous êtes une partie prenante très importante dans le secteur des AT, donc merci pour ces recommandations. Merci, Mas. Donc maintenant, des petites questions-réponses rapides. Désolée si on ne peut pas couvrir toutes les questions. Je vois que certaines des questions dans le chat ont eu leur réponse. Donc, si je peux vous demander, Guillaume, et peut-être à vous, Ariane également, est-ce que le rapport considère l'assurance qualité? Est-ce que ça considère les ISO, les accréditations CE, et est-ce qu'on peut renforcer cela? Et est-ce que le rapport s'est penché sur la dépendance aux importations de TA et comment on peut réduire cette dépendance? Donc à vous, Guillaume, pour commencer. Et formidable si vous pouvez être bref. Donc, je veux vous assurer qu'on répondra à vos questions individuellement par la suite. Donc, première question sur le CE et l'ISO. Donc, oui, ça fait partie du rapport. Même s'il n'y a pas une section dédiée sur ce sujet, ça fait partie du contenu. Le deuxième point, en ce qui concerne le rapport, on a cité que les importations, c'était un défi. Ariane, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je suis tout à fait d'accord. Merci Guillaume. Donc, je voulais vous dire que toutes les questions du chat sont très intéressantes, surtout en ce qui concerne les perspectives que vous aurez aimé couvrir aujourd'hui. Il y a ce contenu dans le rapport et on aurait pu explorer beaucoup plus d'avenues dans le rapport. Donc, je pense qu'on peut également réfléchir à ça chez IT Scale et qu'on pourra élaborer sur certains de ces sujets par la suite. Donc, des aspects tels que le contrôle pour l'égalité, tels que les tarifs, une approche régionale, l'impact des donations sur le marché, c'est couvert, et les marchés locaux également, c'est couvert dans les rapports. Merci Ariane. Et merci à toutes et à tous. Et désolé d'être en retard. Comme Pascal l'a dit dans ses remarques d'ouverture, ceci est la première de plusieurs conversations sur le marché des TA. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'orientation et on aura une série de discussions en ce qui concerne la demande du marché des TA, les droits et les tarifs. Donc, on aura une suite à ces discussions. Donc, ce rapport est disponible en ligne. Le lien sera partagé dans le chat.
Nous aurons également la version française et la version accessible qui seront disponibles sous peu sur le site web. L'enregistrement du webinaire sera disponible publiquement dans les médias sociaux et sur le site. Et on espère vous revoir dans le webinaire suivant, dans cette série de discussions pour comment construire un meilleur accès au TA dans les pays à faible et moyen revenu. La prochaine session aura lieu le 12 juillet de 12 heures à 1 heure et se concentrera sur l'aspect demande de la technologie d'assistance. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, où que vous soyez, et je vous remercie d'avoir participé et de votre patience. Merci beaucoup.